Qui décide de ce qui est une meilleure version de soi? Qui décide de ce que c'est la meilleure version du corps? J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Sama Karaki, docteur en neurosciences. Depuis près de 20 ans, Sama étudie l'impact du stress sur notre cerveau, les méthodes qui existent pour le gérer et apprendre à maîtriser son anxiété, mais aussi comment manier sa plasticité cérébrale pour progresser chaque jour. Le prédateur te court après, prend une drogue récréative. Comme ça, tu le vois plus. Alors qu'il te court après. C'est là le danger. C'est-à-dire que cette drogue récréative, elle va résoudre ton anxiété. Elle va pas résoudre le danger qui a causé cette anxiété. Notre cerveau réagit au stress psychologique de la même façon qu'une agression physique. Mais qui tire sur le ressort? Ça veut dire qui produit cette aliénation, cette distance. En effet, pour Sama, l'intelligence n'est pas un talent inné, c'est un muscle que l'on peut travailler et elle nous partage comment y arriver dans ce nouvel épisode d'InPower. Travailler sur soi n'est pas forcément ce qui nous fera sentir mieux. De s'arrêter et de se regarder, c'est l'inverse de la distraction. Ce n'est pas le travail qui consiste à juste vivre. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Sama Karaki. Bonjour Sama. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis très contente de te recevoir. Tu sais que les épisodes avec des neuroscientifiques, c'est toujours hyper demandé et je trouve ça chouette parce que en vrai c'est assez fou de se dire qu'il y a un engouement autour des docteurs en neurosciences aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est le cas, tu nous en parleras. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, le sujet de l'intelligence, le sujet de la méritocratie, le sujet de la créativité. J'ai bien envie aussi qu'on parle du développement personnel et des limites du développement personnel. Mais avant tout ça, Sama, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Alors, je m'appelle Sama Karaki. Mon prénom et mon nom semblent un peu étrangers parce que je suis libanaise. J'ai grandi au Liban. J'ai fait des études de biologie moléculaire et d'écologie. Je faisais du théâtre tout en faisant semblant d'être à la fac de bio. Et après, donc, je suis venue en France et j'ai continué mes études d'abord en biologie évolutive et en écologie, et ensuite en neurosciences, par hasard, donc sans aucune ambition particulière. Et ensuite, aujourd'hui, je me méfie de ce trend dont tu parles, tu as le trend des neurosciences, parce que je porte un regard très critique envers les méthodologies et les interprétations que nous pouvons faire. Donc, comme c'est très demandé, on peut avoir tendance à simplifier jusqu'à déformer ce que c'est notre cognition, notre pensée. Et donc, je suis fascinée par ces sujets et j'essaye de les, je ne vais pas dire transmettre, parce que je commence à me fatiguer, à sentir fatiguée de ce terme, parce qu'il y a quand même une posture condescendante dans la transmission, mais d'exposer, de les partager d'une manière qui ne les déforme pas. C'est ce qu'en fait, très vite, on va tomber dans des idées comme nous avons un cerveau droit, un cerveau gauche, nous avons une capacité de 90% de nos ressources qui ne sont pas utilisées, que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes capacités d'orientation spatiale. Et nous allons en fait trouver très facilement des scientifiques qui vont dire « oui, mais bon... il faut bien qu'on donne des métaphores, par ce souci de parcimonie, par l'élégance des métaphores. » Et je pense qu'en fait, dans les sujets que je défends, que des fois ces métaphores deviennent dangereuses, comme ce que nous pensons de l'intelligence, du mérite, de la créativité. Et c'est là où je suis le plus fascinée. Très intéressant. Déjà, je me demande, pourquoi tu n'as pas continué le théâtre ? C'est intéressant. Je pense que je voulais avoir une forme de certitude, de sécurité économique. Et je pense que ça vient aussi de mon milieu d'origine. D'ailleurs, de toute façon, les personnes qui s'émancipent le plus dans ce genre de métiers, qui sont des métiers à risque, sont en général, d'une manière universelle, beaucoup plus fréquemment viennent des classes moyennes supérieures, parce qu'il faut quand même prendre des risques dans des métiers qui n'ont pas nécessairement un futur stable. Donc j'étais un peu prise dans cette recherche de quelque chose qui pourrait me donner une forme de sécurité pour le futur. Je m'intéresse moins à cette question, mais je pense aussi parce que je l'ai. Donc je ne porte pas de jugement envers les personnes qui laissent tomber peut-être des fois des désirs profonds et qui prennent moins de risques. Je peux comprendre l'envie d'aller au-delà de l'incertitude quand on vient de milieux défavorisés. Tu l'as vécu comme un sacrifice ou pas ? Pas du tout.
Ok. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, qu'il y a beaucoup de théâtre, en quelque sorte, Dans la molécule. dans la biologie. C'est-à-dire qu'en fait, les comportements des animaux, les comportements humains et même le fonctionnement des plantes sont fascinants. Moi, j'ai jamais compris cette dualité science et art, ou science et spiritualité même. C'est très à la mode aujourd'hui de dire oui, les boules scientifiques. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de magie dans le réel et dans le savoir de comment nous fonctionnons. Mais j'ai l'impression, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton expertise sur le sujet, justement un peu ce mythe du cerveau droit, cerveau gauche. D'où est-ce qu'il vient ? Et est-ce qu'il n'y a pas une part, en tout cas un fond de réalité, dans le sens où, moi, de ce que j'ai pu observer des personnes que j'ai rencontrées, par exemple, moi j'ai fait mes études à Sciences Po, et c'est vrai que c'est généralement des personnes qui n'étaient pas du tout bonnes en sciences dures. C'était vraiment, du coup, je crois, le cerveau droit, en gros, c'était des personnes très philosophie, très sciences sociales, très débat d'idées, vachement là-dedans. Et à l'inverse, du coup, j'étais très admirative. Il y avait un double diplôme qui était avec, je crois, l'université que tu as fait, Pierre et Marie Curie. Il y avait un double diplôme Sciences Po et Pierre et Marie Curie, avec des personnes qui faisaient du coup en parallèle une licence de chimie ou de bio. Et j'étais fascinée, je me disais, mais comment est-ce qu'ils arrivent à avoir ces deux intelligences qui, moi, me paraissaient en effet assez opposées. Oui, alors déjà, quand tu dis, Louise, deux intelligences, c'est là où ça commence à être une déformation de ce que c'est, parce que c'est exactement la même qui nous permet de construire n'importe quel savoir, quelle connaissance. C'est-à-dire écrire un vers de poésie, c'est le même processus que celui de résoudre une équation mathématique, que celui de déchiffrer un mot pour quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, que celui de théoriser et de celui d'avoir cette conversation. Après, ce n'est pas les mêmes manifestations. C'est Jacques Rancière qui fait cette différenciation. Les intelligences ne se manifestent pas de la même façon. Par contre, c'est la même intelligence, qui me permet de passer de quelque chose que je ne sais pas à quelque chose que j'ignore, à quelque chose que je sais. Et donc, c'est là où il y a déjà une erreur, c'est dans notre obsession de catégoriser, ce qui d'ailleurs historiquement ne l'était pas. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire qu'à Sciences Po, ils savent parler avec des allégories et faire et penser. Et ailleurs, on va être plus dans l'expérimentation, et ailleurs, on va être plus dans la création. En fait, ces phénomènes ne sont pas si éloignés. En fait, c'est les mêmes phénomènes qui se produisent dans le cerveau. Donc déjà, c'est intéressant parce que ça nous invite à réfléchir, est-ce qu'on a besoin de faire une hiérarchie des intelligences et une hiérarchie des spécialisations. En fait, finalement, c'est les mêmes processus. En fait, si on revient quelques siècles en arrière, les mêmes personnes qui faisaient des sciences faisaient aussi en fait, de l'art et faisaient aussi de la politique et même faisaient aussi, à l'époque, les faits religieux. Réfléchissez aussi à la spiritualité. Donc, ok, nous avons une obsession de nous catégoriser, de nous compartimentaliser. Donc ça revient aussi à une tradition très cartésienne de binarité de l'esprit et du corps. Et en fait, plus on se voit comme des êtres, non seulement nous, le corps et le cerveau, qui sont en fait, voilà, le cœur par exemple, cette idée que mon cœur et mon cerveau qui luttent, moi je suis plus rationnel, moi je suis plus intuitive. Ben, c'est des fables qu'on se raconte sur nous-mêmes. Déjà le cœur il bat, c'est tout, quoi. C'est un organe qui va en fait générer la vitesse du trafic. Ça, moi je trouve ça très poétique, hein, mais ça reste quand même une obsession de nous diviser. Alors pourquoi ? Pourquoi en fait ça nous rassure de dire, alors même le cerveau droit, cerveau gauche, bon, scientifiquement ça ne tient pas, parce que le processus créatif, par exemple, le processus de résoudre, de faire un raisonnement abstrait, comme faire des maths, c'est exactement les mêmes phénomènes qui se produisent, hein, qui est de se projeter dans une configuration abstraite, d'utiliser son imaginaire tout en puisant dans ses connaissances passées. Bah, c'est toujours ça, hein, c'est créer, c'est parler, utiliser le langage. Je suis en train de faire exactement, en choisissant mes mots, je suis en train aussi de faire des fois des phénomènes subversifs, de faire de la créativité en fait. Si je dis pas ce que toi tu as prédit que j'allais dire. Sauf qu'on va pas dire que c'est de la créativité, mais c'est un maniement très sophistiqué en fait de symboles. Je suis pas que je suis en train de le faire, je dis qu'on pourrait le faire. Et en fait, du coup, on peut se demander pourquoi on est obsédé par cette idée de cerveau gauche, cerveau droit. On peut penser aussi aux intelligences multiples. Ah ben non, c'est pas cerveau gauche, cerveau droit, c'est est-ce que je suis kinesthétie, est-ce que je suis intrapersonnel, après on pense aux tests de personnalité et soft skills et MBTI, tout ça. En fait, tout cela repose ce que il y a un journaliste du New York Times qui a appelé ça l'astrologie du bureau. Je trouve ça, voilà, c'est ça, parce que c'est en fait c'est la même pseudo-science en quelque sorte dans laquelle on a besoin de lire un texte qui nous dit qui nous sommes.
ça nous donne une forme de linéarité en fait entre mes comportements et mes traits. C'est comme si en fait il y a des dispositions qui expliquent ce que je suis. Et encore plus rassurant, tu as des dispositions qui expliquent ce que tu es, et ça me permet de dire « Ah, les gens de Sciences Po, ils sont plus pragmatiques au niveau de la pensée, et des autres, ils sont comme ci, des comme ça. » Alors, en fait, bien sûr, on a des facilités qui deviennent des facilités parce qu'on les pratique. C'est-à-dire, cette personne qui est à Sciences Po, ça fait quand même plusieurs années qu'elle baigne dans cette forme de réflexion. En fait, on le voit très bien, rentrer à Sciences Po et sortir de Sciences Po, il y a une façon de parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En fait, on a baigné, on était dans une immersion qui on finit par confondre par ce que nous sommes. En fait, c'est juste le cerveau est à l'image de ce que nous pratiquons. Et aussi, il est à l'image de ce que nous croyons que nous sommes capables de pratiquer. Ça veut dire que si je me pense scientifique, je vais singer en quelque sorte les codes des scientifiques. Alors en fait, je ne dis pas donc que nous sommes semblables, je ne dis pas que nous sommes tous avec les mêmes capacités scientifiques, mêmes capacités créatives et tout ça. Par contre, nous prenons des directions, nous dérivons, et ces dérives font de nous finalement des êtres avec des traits de l'extérieur qui peuvent paraître différents. Mais il faut qu'on laisse tomber notre acharnement à tester et à quantifier, à donner des couleurs et des ENFP, je ne sais pas quoi, parce que nous sommes beaucoup plus complexes pour qu'un test puisse évaluer qu'est-ce que j'ai comme tendance psychologique. Moi, en effet, je pense que ça rassure, et puis ça va aussi dans cette mouvance d'obsession de la connaissance de soi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. C'est vrai que si on remonte à l'Antiquité, Platon, il était et mathématicien et philosophe. C'est quand même des réalités qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. Est-ce que c'est la société qui veut à tout prix qu'on se spécialise ? Est-ce que toi, tu es contre cette spécialisation un peu de l'homo economicus que notre société essaye de nous faire faire ? Je serais plutôt pour relativiser la part de notre métier dans notre vie. Nous sommes des êtres beaucoup plus multiples que ça. Je peux être spécialisée dans un métier, mais ne pas effacer toute la multiplicité de ce que je suis à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne suis pas, on confond des fois ce que nous faisons pour ce que nous sommes. Et je ne dis pas qu'il est possible de savoir ce que nous sommes. Je suis pas du tout je ne crois pas que le soi existe, que le self existe. On est en mouvance et en transformation continue. Et en plus, ce self, il est situé dans un écosystème. Et donc, nous sommes incarnés quelque part. Et donc, je ne maîtrise pas ce qui change autour de moi, donc ça ne sert à rien de chercher ni le soi, ni ses meilleures versions. Déjà, ça c'est fait. Mais par contre, c'est intéressant de se poser des questions. C'est ça qui, en fait, ça veut dire cette rumination. Même, prenons un test de personnalité. Mais si je passe un test de personnalité, sachant que je n'ai je ne leur trouve aucune légitimité, mais ça me pousse à réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle pseudo-profound bullshit. Ça veut dire un peu comme si tu suis un gourou sur Instagram et tu lis une phrase le matin qui, je sais pas, prendre le pouvoir de sa vie par le vol des papillons. Okay. En observant le vol de papillons. Et en fait, tu vois, c'est de pseudo-profound bullshit, mais ça va te permettre de réfléchir à quelque chose. C'est pas important quoi. C'est pas important. C'est un peu comme des fois on fait des thérapies et c'est le geste de la thérapie qui te permet d'aller mieux. Et en fait, du coup, je ne dis pas jetons tout à la poubelle. Même l'astrologie, auquel je ne crois pas du tout, je trouve que c'est intéressant. Après, je viens d'une famille qui est très spirituelle aussi, donc j'ai grandi avec la preuve vivante dans mon corps du bien-être que ça procure. Donc je ne porte aucun jugement sur nos croyances. Par contre, c'est bien qu'on prenne un peu un recul en disant ça me pousse à réfléchir. Ça me pousse à réfléchir aux sphères de ma vie, mais peut-être de tenir à cette idée que je suis beaucoup plus multiple qu'un test. Ouais. Je suis beaucoup plus multiple que mes skills, qu'elles soient soft ou autres. Et qu'en fait, on ne peut pas, par des réponses à des questions, me dire qui je suis. Et quel est le risque à confondre ce que nous faisons avec qui nous sommes ? Je pense que le risque le plus pernicieux, c'est de nous hiérarchiser, c'est de nous mettre en distinction. Parce que je pense que le fond de la thèse sur laquelle je travaille, c'est l'égalité de l'estime. Je ne dis pas que nous sommes semblables. Je pense que nous avons des compétences différentes, mais déjà nous avons des expériences différentes, en plus du fait que nous avons des déterminismes différents. Et ce qui me fascine, c'est
comment les déterminismes font de nous ce que nous sommes, et aussi comment nos marges de liberté viennent interagir avec ces déterminismes. Voilà, c'est déjà, on arrête l'idée qu'elle défend que tout le monde est pareil et qu'on est déterminé par... Non, nous avons des marges de liberté qu'il faut arracher au déterminisme. Déjà, il faut qu'on ait l'humilité suffisante d'admettre que ce que nous sommes, et même ce que nous faisons, n'est pas lié à notre volonté. C'est qu'en fait, je veux bien défendre que nous avons une marge de liberté, mais il faut d'abord partir du postulat que nous n'avons pas de libre arbitre. Ça, si je veux vraiment être honnête envers les neurosciences, le domaine de ma spécialisation, le libre arbitre serait une fiction totale. C'est-à-dire que tout ce que je crois être en train de choisir est déjà déterminé, mais par quoi ? Par tout ce que j'ai vécu avant. C'est nos habitudes, c'est tout ce que j'ai construit comme automatisme. Comme c'est beaucoup plus rapide et comme c'est beaucoup moins coûteux, c'est ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Donc je crois choisir, mais en fait je suis en train de me comporter selon les déterminismes de ce que j'ai déjà vécu, et puis je rationalise. Et donc avec ce regard, avec cette connaissance et cette humilité envers ma capacité de penser pour moi et contre moi, je me dis, ok, je en prends conscience, et de temps en temps, je pense contre moi. Parce qu'on ne peut pas faire ça en continu. C'est-à-dire, il faut admettre que la majorité de ce que nous faisons est déterminée déjà par nos états de fatigue. Par exemple, j'ai passé une sale nuit parce que mon fils est malade. Mes performances sont extrêmement différentes, je dirais. Des fois, c'est mieux, parce que des fois, on perd des filtres, des murs, et on lâche prise. Mais en même temps, je suis façonnée par ce que j'ai vécu cette nuit. Et en fait, admettre ça, et puis de temps en temps, avec la disponibilité mentale qui peut nous rester, on peut penser contre soi. Mais il ne faut pas prétendre ni faire croire aux autres que nous sommes continuellement en train de faire des choix conscients et actifs. Par contre, des fois, tu prends des choix qui font que par exemple, tu sors d'une situation qui t'opprimait. Oui. Et en fait, après, tu commences à accumuler sur cette réalisation une forme de vie qui te permet de vivre mieux. Ça veut dire, tu peux dire, oui, j'ai façonné qui je suis, mais en fait, avec l'humilité de considérer que la majorité de ce qui fait de nous ce que nous sommes est extérieur à nous. Et donc, en fait, par-delà, pour ne pas rester théorique, attribuer à nos amis, à nos amoureux, aux gens que nous aimons, peut-être aux choses aussi, peut-être aux gens que nous lisons, à nos rencontres, au fait, par exemple, d'être en France, tout simplement. En fait, je viens de rentrer de chez moi, de Beyrouth, je sais que je serais incapable de produire la même pensée de Beyrouth. Je sais que cette géographie, que l'histoire, que le bruit, que le chaos ne me permet pas de réfléchir de la même façon. Et donc, regarder en permanence où nous sommes situés, ou en tout cas le savoir d'une manière que je suis située quelque part, qui me donne la possibilité d'être ce que je suis. Et finalement, de faire l'expérience de cette liberté qui est quand même extrêmement mince. Alors, si je veux du coup être un peu plus optimiste, dire alors en fait, ça veut dire qu'on choisit rien. Et c'est là que c'est intéressant. Spinoza, par exemple, et les neurosciences le rejoignent aussi. C'est que... nous avons, alors en fait, je ne sais plus quel scientifique a utilisé ce terme que je trouve c'est une femme, qui dit « si on n'a pas de free will, nous avons de free want ». Je trouve ça intéressant, ça veut dire que je peux des fois nager contre mon propre courant. Et par exemple dire « je ne vais pas la fumer, cette cigarette ». Il est possible que je le fasse. Et il ne faut pas par contre prétendre que nous avons cette capacité en permanence. Et aussi, bien sûr, l'idée principale, c'est avoir de l'empathie envers soi-même, pour les battus et aussi pour les autres, quand nous, we made it. Tu vois. Parce qu'en fait, la société, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que le danger de confondre ce que nous sommes avec ce que nous faisons, c'est la distinction. C'est-à-dire de croire que nous, on est les battants, et eux et elles sont les battus. Et en fait, c'est là, ça veut dire que j'ai de la compassion pour moi-même, j'ai de la compassion aussi pour les autres, et continuellement dire, je ne sais pas ce qui a fait de toi ce que tu es. Et d'ailleurs, ce n'est pas de ma responsabilité de le savoir. Alors là, tu peux te dire, alors on fait quoi ? On laisse tout tomber ? Mais en fait, non, c'est pas du tout fataliste, parce que la marge de manœuvre, cette marge de liberté, elle prend sens quand on s'organise collectivement. Est-ce que tu peux me donner un exemple récemment d'une fois où tu as pensé contre toi-même ? Oui, alors il n'y a pas très longtemps, mais ce serait très intime. C'est par rapport à comment je gère mes relations avec ma famille, comme j'étais au Liban. Je pense que je suis pas prête à aborder cette... Mais oui, mais effectivement, des fois, j'ai des patterns, un peu comme des habitudes, en fait, des habitudes émotionnelles, dans lesquelles, quand je pense d'une manière rationnelle, je me dis, il faut que je fasse telle chose. Et puis, dans mes émotions, je finis par céder, à reproduire des patterns. Et je me suis forcée
Aller au-delà. À aller au-delà. Et puis aussi, ce matin même, j'étais très fatiguée et j'ai fait des exercices un peu de yoga, flexibilité. Et c'était vraiment pensé contre moi-même parce que j'avais totalement envie de faire autre chose. Et voilà, en fait, c'est des gestes qui sont pas si compliqués que ça. Et je veux dire, oui, mais c'est de développement personnel peut-être. Donc pour dire aussi que quand je critique le développement personnel, je ne critique pas ce qu'on fait pour aller bien. Je critique par contre l'idée que c'est une réalisation, ouais. C'est une réalisation qu'on doit aussi utiliser comme forme de distinction par rapport aux autres, alors qu'en fait c'est une escale qui me permet en fait de me ressourcer et puis de venir te voir et avoir cette conversation. Mais est-ce que du coup, parce que dans le discours que j'entends, que je comprends et que je plus sois, mais dans cette idée que on est tous égaux dans l'estime et qu'il ne faut pas hiérarchiser finalement tout un chacun. Est-ce que tu as quand même cette volonté de t'améliorer ? J'ai l'impression que c'est humain. J'ai l'impression que personnellement, j'ai une source de joie dans le fait de progresser. Après, c'est peut-être un leurre, c'est peut-être c'est sociétal, mais du coup, il y a cette idée qui est sous-jacente quand même, in fine, de hiérarchie, parce qu'on est dans une... Après, ça peut être envers soi-même. Moi, j'essaye juste de devenir my better self, à savoir la meilleure version de moi-même. Oui. Comment tu te situes par rapport à ça ? Alors, s'améliorer, oui. C'est le principe même de l'apprentissage. C'est un désir qui naît de ce qu'encore Rancière appelle le savoir de l'ignorance. Ça veut dire, je sais que j'ignore quelque chose. Alors ça peut être, mon corps sait qu'il ignore cette posture. Et en fait, du moment où je l'ai vu, je l'ai senti dans mon corps, il y a un désir de le savoir. C'est comme ça qu'un bébé explore, tu vois, il prend ce verre, il le renverse par terre. Il a eu un désir. Il s'améliore, en fait. Il s'améliore parce qu'il s'intéresse à ce qui s'est passé et il est en train de faire des maths et de la physique quand il jette des objets par terre. Il est en train de regarder, dis donc, quand je verse ce verre, ça tombe par terre. Et il va reproduire, un peu comme on fait des exercices, et il est poussé par un désir qu'on appelle intrinsèque pour s'améliorer. Alors, moi, j'aime bien dire pour maîtriser quelque chose. Et bien sûr qu'il y a un plaisir. Tu sais, les jeux vidéo sont basés sur ce plaisir que nous avons quand tu franchis un niveau. Et en fait, il n'y a personne qui te dit bravo, n'est-ce pas ? C'est juste, tu sais que tu as franchi un niveau, et du coup, tu es motivé pour continuer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on apprend par renforcement, des fois, ça veut dire que tu t'entraînes, et puis hop, tu sens que ton muscle a appris un geste. Ou tu lis, et hop, tu sens que maintenant, tu as compris ce principe. N'importe quelle maîtrise, elle peut être mauvaise aussi. Parce que cette amélioration, elle n'est pas morale. Tu vois, par exemple, si je suis quelqu'un de violent et je m'entraîne à bien taper fort et à faire mal, je suis en train de m'améliorer, mais d'une forme qui n'est pas judicieuse pour faire société. Donc en fait, il faut bien se rappeler aussi que des personnes qui sont très minables pour les autres peuvent être au top de leur soi-même. C'est-à-dire que c'est le cas de pas mal de politiques à travers le monde. Complètement. Ouais. Donc en fait, cette quête de soi, elle n'est pas une quête nécessairement ascendante moralement, et elle n'est pas non plus une quête qui vise la distinction. Ça veut dire, elle répond à un désir profond de maîtriser le monde. Pas dans le sens de le dominer, mais de le comprendre. Et c'est quelque chose qui anime tout être vivant. Enfin, tu mets une souris dans une cage, elle va aller explorer les coins. Elle est en train de s'améliorer. Mais elle le fait ni pour nous, ni pour conquérir quelque chose, et bien sûr, ni pour... elle peut le faire aussi pour devenir plus forte, pour qu'elle puisse se défendre, ou qu'elle puisse aussi attaquer. Donc en fait, voilà, c'est juste ramener cette idée que l'amélioration n'est pas nécessairement à viser de réussite, ni à viser de performance, finalement. De performance. Il y a un plaisir que nous prenons quand on... En fait, voilà, l'idée que le cerveau est fainéant, je ne suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec l'idée, quand on est dans une zone de confort, hop, on envoie un message à nos ex, tu vois, ce serait ballot. En fait, nous sommes, notre cerveau, il cherche un relief émotionnel. La platitude, c'est une escale. Mais finalement, on cherche les défis. On est intéressé par en fait un niveau de défi qui n'est pas très éloigné de nos capacités, mais qui est quand même quelque chose qui nous pousse à faire autre chose. Après, la question, c'est qui décide de ce qui est une meilleure version de soi, tu vois ? Parce qu'en fait, si, par exemple, prenons le corps, qui est quand même, on est dans une culture de corps, et c'est un peu le sujet de mon travail en ce moment, qui décide de ce que c'est la meilleure version du corps ?
Et donc, en fait, quand moi, je vais me sentir bien parce que j'ai perdu 300 grammes sur la balance, qui a décidé que ça, c'est une meilleure version de moi? Et c'est là aussi la question devient intéressante, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on soit tous dans des quêtes qui pour poursuivre nos désirs. Et d'ailleurs, quand on est dans cette vraie quête, Rilke, dans une lettre pour un jeune poète, il lui dit « Sonde tes profondeurs, l'ironie n'y descend pas. Gagne tes profondeurs, l'ironie. » Dans le sens, en fait, que quand on est en train de poursuivre un désir intrinsèque, le regard des autres ne pèse pas. Après, il faut se méfier. Parce que, est-ce qu'on est capable, finalement, de nous détacher complètement? Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre nos désirs avec avec les attentes? Donc, ceux qui disent « Oui, moi, je le fais pour moi », attention, méfiance. On est aussi en train de le faire pour être aimé, pour être admiré, pour appartenir quelque part. Et c'est là aussi, encore une fois, je ne dis pas qu'il est possible que nous soyons des êtres complètement libres du regard des autres, mais on peut être des êtres qui l'admettent. Et qui l'acceptent. Et qui disent, plutôt que je fasse la bataille moi-même d'être contre le regard, il faut que collectivement on fasse quoi? Qu'on change les attentes. C'est-à-dire plutôt que de dire à des personnes qui sont, par exemple, qui ont un poids supérieur à la normale, ce qui est projeté aussi comme une... Plutôt que de leur dire, travaille sur ta psychologie, ok, pour t'accepter et pour être fier de ce que tu es. Ben, en fait, collectivement, changeons le regard. Changeons, en fait, les attentes. Ça veut dire, comment peut-on demander à des personnes de se trouver belles quand on est immergé par un symbolisme de ce qui est beau qui nous exclut? Mais je pense c'est violent. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est impossible parce que ça va à l'encontre de l'intérêt du système capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des marques ont intérêt à créer du désirable et donc par définition établir une hiérarchie entre des corps désirables et des corps qui ne le sont pas. Sinon, il n'y a pas cette projection de rêve qui fait vendre aujourd'hui, d'aspiration à ressembler à. Donc si jamais ils finissent par dire en fait on hiérarchise plus les corps et on considère qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, je pense que eux-mêmes ne s'y retrouveront plus financièrement et en termes de croissance. Enfin moi j'espère qu'un jour on y arrivera. Oui. Mais je pense qu'on a tellement construit notre système d'une manière complètement différente qu'il y aura des lobbies, en gros, qui lutteront toujours pour créer une forme de désirable. Et d'ailleurs, au fil des siècles, ça a toujours existé, elle n'a fait juste qu'évoluer, quoi. Alors, la loi du marché, la bête, se nourrit de nos mal-être, c'est clair. Ça veut dire qu'on crée le mal-être et après, on crée l'illusion de s'en sortir de ce mal-être par un autre produit. Et ce qui est très dangereux aussi, c'est que même les mouvements qui contestent, qui sont subversifs à l'encontre du capitalisme, finissent par devenir des produits du capitalisme. Mais juste pour rappeler que les mouvements contestataires rajeunissent le capitalisme. D'accord. Ça veut dire que, je prends l'exemple toujours il faut arrêter de porter des jeans nouveaux. Madonna, elle s'est mise à porter des jeans délavés. Eh ben voilà, on va te vendre des jeans délavés. Il ne faut plus répondre aux exigences de la minceur. Eh ben très bien, je vais te vendre des habits qui... tu vois, maintenant, on voit que toutes les marques vont faire cette inclusion. Mais c'est toujours, en fait, dans une optique qui n'a jamais questionné le beau, qui n'a jamais questionné le besoin que les femmes, en particulier, soient belles. Et donc, c'est ça, en fait, finalement, la pression que nous avons. Et donc, en fait, si tu veux, imaginer une bête qui regarde ce qui existe à sa marge et qui dit « Ok, je le transforme en produit ». Ça, le féminisme, eh ben, j'en fais des produits. Le bien-être, qui a été, en fait, à la base, un mouvement des militantes afro-américaines qui disaient qu'il faut que je me soigne pour ne pas que je perde la tête et que je sois capable de mener le combat que je mène, et ben en fait, le bien-être devient l'industrie capitaliste, une des industries capitalistes les plus élevées du monde. Mais est-ce qu'on doit toujours critiquer ça? Enfin, parce que je pense au féminisme, et certaines sur les réseaux... j'ai des critiques de personnes qui justement me disent que j'en joue pour vendre. Mais en fait, non. Par exemple, j'ai écrit un livre qui est un essai sur les injonctions faites aux femmes. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie du livre savent qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, mais aussi que c'est juste pour moi un moyen de partager un savoir, des théories, des réflexions, et c'est pas une stratégie financière. Donc, est-ce qu'on doit toujours rejeter le fait de vendre
même si c'est des causes, on va dire, qui sont plus nobles, qui à la base n'existaient pas dans un but capitalistique. Enfin, tu vois, si le bien-être aujourd'hui, les applications de méditation qui existent permettent à beaucoup de gens de se sentir mieux, bah, j'ai envie de dire, tant mieux. Alors, tu sais, je me pose exactement la même question que tu te poses dans mon travail. Je ne dis pas, je dis pas qu'il y a une posture morale. La loi du marché, elle est écrasante. Enfin, dire que je ne peux pas dire ah bah non, on quitte les applications. Voilà, on devient en fait dans une forme d'impuissance parce qu'on démissionne. On démissionne des lieux dans lesquels on peut avoir la voix. Moi, ce que je me dis en tout cas, pour rationaliser. Après, peut-être que moi-même, je transforme ma force contestatrice en produit. Il est très probable. Hein. C'est difficile aussi parce que cet acte de penser ce que je suis en train de faire et de le positionner quelque part par rapport à mes valeurs radicales est aussi un acte très coûteux énergétiquement. Donc, je ne suis pas sûre de bien le faire. Par contre, ce qui, par exemple, on a pris l'exemple du bien-être, ce qui est dangereux, c'est que le capitalisme crée le mal-être et plutôt qu'on combatte ce qui crée le mal-être, on prend des médicaments symptomatiques. Ça veut dire, bien sûr, méditer, ça fait du bien. En fait, moi, je dirais que tout ce qui nous permet de nous distraire de nous-mêmes est bon pour la santé mentale. Alors que médite, que tu marches, que j'ai une conversation absurde avec mon fils de 6 ans, dans lesquelles il imagine que l'immeuble en face, il l'a vu dans Pokémon, ben, en fait, ça me fait du bien, parce qu'il me permet de me distraire de moi-même. Et ça, c'est pour moi une forme de méditation. Et c'est efficace ou c'est un leurre ? C'est le principe de la santé mentale, c'est la capacité de passer à autre chose. Prenons tout ce qui fonctionne. Alors déjà, il faut partir du principe qu'il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Tout ce qui nous permet de passer à autre chose. Alors ça peut être une appli de méditation. Qu'est-ce que ça fait une appli de méditation ? Quand ça marche, parce que c'est compliqué, ça te permet de passer à autre chose. Ça te permet de te concentrer sur autre chose. Tu prends n'importe quelle pratique sportive. Tu vois, au tout début, ça ne te relaxe pas. Ça te relaxe quand ça devient quelque chose qui est tellement automatique qui te permet de passer à autre chose. Je ne sais pas, tu marches, tu chantes, tu vois tes potes. En fait, chacun a ses outils et je tiens à ne pas les hiérarchiser en plus sophistiqués et plus luxueux jusqu'à une retraite spirituelle et tout ça. Parce que, en fait, l'humanité a inventé plein de rituels. Les enfants, déjà, ils nous apprennent énormément d'outils pour passer à autre chose. Parce que quand on observe le jeu de l'enfant, l'enfant, il fait... c'est une super application de bien-être qui, en fait, il se distrait du réel en rentrant dans des scénarios complètement absurdes dans lesquels il meurt, il survit, il tue, il vit, en fait, finalement, des situations qui sont... C'est du jeu. Et en fait, c'est ça notre capital bien-être. Après, je ne porte aucun jugement sur ce que nous choisissons comme outlet, comme exutoire, pour qu'on puisse nous décrocher. Justement, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, c'est notre capacité à ne pas nous cantonner dans une sphère de notre vie. C'est le burn-out, c'est ça. C'est quand on n'arrive plus à regarder le ciel, c'est quand on n'arrive plus à apprécier notre vie familiale parce que la vie professionnelle s'effondre, n'est-ce pas ? Et ben en fait, c'est notre capacité à sautiller comme ça entre les sphères et à ne pas nous prendre au sérieux, finalement. C'est ça qui fait du bien. Et c'est ça aussi qui fait que dans la tradition des luttes, il y a de la jouissance, il y a de la joie. Parce que nous avons besoin de cette joie pour prendre une escale. Et c'est ça le bien-être. C'est une distraction, même des choses les plus atroces du monde, qui nous permet de nous ressourcer, de passer à autre chose. Ce n'est pas la destination. Ce n'est pas la destination. C'est une escale qui nous permet, pour ceux et celles qui le veulent, de nous organiser pour nous attaquer à ce qui ne va pas dans le monde, et il y a du boulot. Est-ce que c'est pas un leurre quand même parfois ? Parce que, tu vois, quand on voit aujourd'hui le temps que certains réseaux sociaux peuvent nous prendre, on se fait happer justement dans la distraction. J'avais vu une vidéo que j'avais trouvée très parlante sur TikTok, qui était très justement distrayante et qui à la fin disait genre arrête, t'es en train d'essayer d'échapper à ton anxiété, mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et j'avais trouvé ça très parlant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui regardent des émissions de divertissement, en effet, pour se distraire, qui vont peut-être avoir recours à des drogues récréatives, etc., pour se distraire,
mais qui au final, et c'est pour moi vraiment une des principales limites du développement personnel, c'est qu'au final, tout ça, c'est que des outils qui ne vont pas répondre au profond mal-être qu'on peut ressentir et qui nécessitent là, pour moi, des médicaments ou des thérapies. Et donc voilà, pour moi, j'avais pas l'impression que la distraction était une vraie réponse aux problèmes de santé mentale. Donnons un exemple. Par exemple, là, il y a un prédateur qui nous poursuit. Okay, on va se mettre à courir, on n'est pas bien, n'est-ce pas ? On est anxieux. On a raison d'être anxieux. Et admettons que le cerveau ne fait pas de différence entre un prédateur qui nous poursuit et une attaque à nos besoins psychologiques. Okay, par exemple, une attaque à notre appartenance sociale, une attaque à notre statut social. Donc on va répondre avec cette anxiété. Alors, regarde l'absurdité. Si je te dis que le prédateur te court après, prends une drogue récréative. Et comme ça, tu ne le vois plus. Alors qu'il te court après. C'est là le danger. C'est-à-dire que cette drogue récréative, elle va résoudre ton anxiété. Elle ne va pas résoudre le danger qui a causé cette anxiété. Ou un autre exemple, juste simplement, tu as la jambe cassée et je te donne un antidouleur et tu marches sur cette jambe cassée. Et donc, moi, je veux bien que quand on est dans par exemple, ma situation de mère qui me demande, des fois, je me dis, j'ai besoin de pouvoir me ressourcer simplement mon corps. Maintenant, il a 6 ans, ça va mieux, mais il y a les premières années de la vie d'un enfant, le corps. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez... qui devient de plus en plus envers la charge mentale que nous pouvons porter et que nous avons besoin d'exutoire. C'est un droit d'avoir ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau collectif, nous avons besoin d'exutoire de tout ce qui arrive à notre planète, de tout ce qui arrive à la société. N'est-ce pas ? Donc, en fait, nous avons droit d'avoir ces anxiétés, nous avons droit d'avoir ce qui apaise ces anxiétés. Par contre, il ne faut pas oublier que nous avons un prédateur qui nous court après. Alors là, par contre, ça serait absurde de ma part de dire à une personne qui souffre arrête de te distraire, attaque-toi au prédateur. Parce que déjà, il n'y a jamais un être humain qui s'est attaqué à un mastodonte. À moins avec une bazooka, mais je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait comment ? On s'est organisé. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on apaise nos anxiétés, mais aussi qu'on les organise, qu'on organise nos colères, qu'on organise nos peurs, et qu'on passe de dire le problème de l'éco-anxiété, c'est l'éco-anxiété. Non, le problème de l'éco-anxiété, c'est ce qui la cause. Et par contre, cherchons des outils d'apaisement. Nous avons droit, face à un monde abîmé, de trouver ce qui nous fait du bien. Moi, je le trouve énormément dans les amitiés. Je le trouve aussi dans les gestes sensoriels aussi. Enfin, ça, c'est mes outils. Et après, chacun trouve ses outils. Et je n'ai aucune hiérarchie de valeur entre ceux qui... Si c'est manger des choses sucrées et grasses, je n'ai rien à dire, ni donner des leçons au choix que nous faisons pour aller mieux. Par contre, nous avons aussi besoin du mieux que nous pouvons, de trouver notre place dans une organisation collective pour changer et s'attaquer aux sources du mal. C'est-à-dire que c'est comme un médecin qui te dit prends cet antidouleur, prends cet antipérique, comme ça la fièvre va descendre. Mais aussi, il va devoir s'intéresser à est-ce que c'est une infection et elle est où et te donner l'antibiotique. Voilà, donc c'est un peu, imaginons notre système immunitaire un peu collectif. C'est ça, c'est un peu les deux. Je dirais que c'est une échelle qui est très différente. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me dis, moi, je peux passer une vie au top de moi-même, psychologiquement. Je médite, je fais du yoga, je mange très bien. Et bien, en fait, on s'en fiche. Je serais juste un être humain, un mammifère qui est passé et qui est mort avec un foie super propre. Et en fait, moi, je m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse à que je sois dans une santé qui me permet de fonctionner, qui permet d'apprécier le monde, mais je ne comprends pas que cela devienne un critère de distinction entre les gens. Que, mais je mange pas ça parce que ça me... En fait, mais moi, je n'ai rien à faire de l'état de ton foie, de l'état de ton estomac et de l'état de ta flore intestinale. C'est devenu comme l'hygiénisme. En fait, cet hygiénisme est devenu un marqueur de classe sociale. Et c'est là où ça devient très pernicieux parce que
à la base, il est là pour donner la force pour qu'on puisse continuer à faire avancer notre réel. Et ça devient, il y a une sociologue américaine qui a écrit The Sum of Little Things, ou la somme de petites choses, dans laquelle elle montre comment les classes privilégiées, dominantes, de plus en plus en fait pratiquent ce genre de distinction du corps, de la santé, la peau, les cheveux, mais pas pour se sentir bien, mais pour indiquer aux autres leur supériorité. Et donc en fait, ça devient une question de justice sociale, tout comme on peut questionner aussi tous les mouvements écolos qui ne questionnent pas la justice environnementale. Ça veut dire ce n'est pas en fait quand je suis une Parisienne qui prend mon vélo et qui a toujours sa bouteille en inox, je n'ai pas fait ce qu'il faut et je n'ai pas à critiquer une personne au Népal ou en Mozambique qui jette ses saletés par terre parce que cette personne consomme énormément moins que moi en tant que personne urbaine. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est de l'ordre des connaissances. Mais si je pense qu'on a à gagner en empathie, en compassion les uns pour les autres, et aussi en humilité par rapport à nos micro-gestes de militantisme, ou de militantisme, que ça soit écolo, ou que ça soit féministe, ou que ce soit ça. C'est-à-dire que c'est... en fait, voilà, c'est marrant parce que il y avait, je ne sais plus qui l'a dit la première fois, mais qu'un féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. Et en fait, après, ça a été imprimé en t-shirt et que, en fait, je le trouve des fois comme ça dans les salles de yoga écrit. Je me dis, voilà, le capitalisme qui se nourrit des mouvements contestataires. C'est-à-dire, voilà, et le reproduit en produit. Et finalement, voilà, c'est tout ce qui tout ce qui questionne devient en fait un produit. Mais ça m'intéresse, ta métaphore d'immunité collective. Je vais être sûre de bien comprendre parce que j'ai du mal à comprendre en quoi, si je prends une amie des réseaux, Marine, qui est très très anxieuse, qui a vraiment, on a fait une vidéo ensemble, elle partageait le fait que, tu vois, elle en était au point de plus tellement pouvoir se déplacer pour aller au supermarché parce qu'elle faisait des énormes crises de panique, etc. Moi, ce que je trouve dangereux dans le développement personnel, c'est prétendre qu'il y a toujours une cause à un mal-être. C'est-à-dire qu'on pourrait creuser, est-ce que c'est dû à son éducation, est-ce que c'est parce qu'elle a eu un truc quand elle avait 2 ans, il y en a qui vont encore plus loin en parlant de trauma intergénérationnel. Enfin, moi, je trouve que ça part un peu loin. Ouais. Et donc, du coup, ça peut être culpabilisant pour elle. Parce qu'en fait, elle aimerait bien s'attaquer à la cause, au prédateur dont tu parles, mais en fait, elle n'a aucune idée de ce que c'est. Ça se trouve, c'est juste chimique. Et de l'autre côté, quand tu parlais du coup d'organisation, j'ai du mal à voir comment les autres entrent en jeu dans son mal-être personnel et l'anxiété qui, à part l'éco-anxiété, est un phénomène au final assez individuel, quoi. Oui, alors ça c'était le sujet de mon doctorat, donc je travaillais sur si tu veux un peu l'équilibre de neurotransmetteurs qui font que il y a de neurotransmetteurs, de récepteurs, c'était très moléculaire. Et en fait, on est même au niveau des neurosciences, on est dans un changement de paradigme qui prend en compte aujourd'hui que le cerveau est situé quelque part et qu'en fait, là, le malaise mental n'est pas quelque chose qui est dans mon corps, nécessairement. Ça ne veut pas dire que dans certaines situations, ça l'est. Dans certaines situations, il y a un dérèglement et peut-être qu'un antidépresseur peut aider à le dépasser. Après, bien sûr, il y a un surdiagnostic de ces raisons qui sont physiologiques. Après, il n'y a pas de séparation non plus entre le psychologique et le physiologique. Par contre, ce qui est pernicieux dans le développement personnel, et même, je dirais, dans la psychologie moderne, dans toutes les thérapies, surtout la psychanalyse, c'est exagérer la part de notre personne, de notre psychologie, et surtout, donc, encore une fois, de notre enfance, sur ce que nous sommes. Bien sûr que ça a un impact, mais aussi qui nous avons croisés dans cette enfance, qui nous avons eu comme amis, tout ça ne fait pas partie, qui nous a regardés, qui nous avons regardés. Et en fait, l'idée même, parce que en fait, cette idée que pourquoi je ne vais pas bien en ce moment, parce que ça revient à quelque chose que ma mère m'a dit, ou quelque chose que j'ai vécu à tel âge, ça va. Je veux dire, je ne dis pas que ça ne peut pas être vrai, mais en fait, moi, je pars du principe que nos parents sont tous paumés. Ils ont tous dit des choses qu'il ne fallait pas dire. C'est vraiment une génération, en tout cas notre génération. Enfin, nos parents, c'est vraiment caricatural des fois, les choses, tu vois, par rapport à ce que je peux, moi,
dire à mon fils, je me dis, ouh là là, la violence. Mais en fait, partons du principe qu'on avance. On progresse. Et qu'on n'est pas si vulnérable que ce qu'on peut l'imaginer dans certains domaines. Ça ne veut pas dire qu'on peut être très très mal, mais il faut qu'on se détache de ce biais, de ce qu'on appelle le biais de la cause unique. Ça veut dire que ce que je suis revient à un événement de mon enfance, encore plus loin des fois, à un événement que ma grand-mère a vécu. Et ça, donc dedans, je trouve qu'il y a, comme si je t'invite à un chantier dans ta vie. Ça, moi, des fois, en fait, on m'invite à cette idée, il faut travailler sur soi. Là, je prends le temps pour travailler sur moi. Mais encore, il faut travailler sur soi. Ça veut dire, en plus du malaise, il faut se mettre, s'asseoir et travailler. Mais on commence où ? C'est-à-dire, déjà cette responsabilité de notre psychologie, de nous-mêmes, il faut, je dirais, ne pas l'exagérer. Au niveau que certains courants de la psychologie moderne, certains courants de la psychologie de développement aussi de l'enfant, et ce focus que nous mettons sur telle chose qui est vécue à tel âge, et si on lui donne pas ci, et si... Revenons en fait à un modèle qui revient toujours à un modèle super hétéronormatif, dans lequel maman, papa s'aiment bien, font des enfants, vivent dans une maison, on rentre au foyer, et le soir, on nous dit « bonne nuit maman, je t'aime, et toi je t'aime aussi ». Voilà, en fait, du coup, où est-ce qu'on met dans ces modèles hétéronormatifs, donc la psychanalyse décrit, toutes les autres formes de parentalité et toutes les autres formes de manifestation de l'amour. Bell Hook, elle a un travail très intéressant qui a par exemple pour moi été thérapeutique. Ça veut dire d'exprimer en fait la diversité des manifestations de l'amour, parce que moi j'avais commencé à comparer avec les manifestations françaises et les manifestations occidentales, et de me dire donc je n'étais pas aimée par exemple. Et en fait à chaque fois je réalisais que je tombais dans des pièges qui sont eurocentrés. Et qui sont aussi historiques, c'est pas juste placé géographiquement, parce que la famille aussi, c'est un concept qui est assez récent dans notre espèce humaine. Et cette idée que la mère, le père et les grands-mères, disons aussi, admettons de la même façon que nos parents sont tous paumés, et aussi que nos grands-mères, plus on remonte dans nos ancêtres, franchement, ils ont eu des vies pourries. Je veux dire, admettons-le, arrêtons de chercher... de fouiller, en fait. J'aime bien cette phrase, et je pense que c'est quelqu'un de proche qui me l'a dit, mais je oubliais, c'est « si ce n'est pas cassé, ça ne sert à rien de le réparer ». J'adore cette phrase parce que je pense, et une autre personne aussi m'a parlé de cette métaphore, il fait du bateau, et il me dit que ça tangue. Ça tangue, sauf quand je vais vite. Et ça veut dire, sauf quand j'avance. Quand j'avance, ça tangue plus. Et je pense qu'en fait, je trouve ça vraiment très, très représentatif de ce que c'est aussi à la fois notre fragilité, mais c'est-à-dire ça tangue en permanence. Il faut avancer. Et cette idée que la psychologie nécessite de s'arrêter et de se regarder, c'est l'inverse de la distraction. Tout à l'heure, on disait la distraction, c'est s'oublier, ne pas se prendre au sérieux. Tu prends par exemple les recherches neuroscientifiques qui vont montrer que les personnes croyantes subissent moins violemment les détresses et les adversités et même les maladies mortelles. Tu vas dire, ah bah oui, bah bien sûr, la foi catholique ou la foi protestante ou bouddhiste ou musulmane. En fait, non, c'est le sujet de la foi. Pourquoi ? C'est la foi elle-même qui fonctionne parce que ça te permet de ne pas te prendre au sérieux. Donc en fait, c'est l'inverse du développement personnel. Le développement personnel, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais par contre, c'est autre chose. C'est de temps en temps, on s'assoit comme ça, on dit, bah alors comment ça va ? Comment je fais ? Quels sont mes patterns comportementaux ? Est-ce que je peux être plus sympa pour les gens qui m'aiment ? Est-ce que je ne suis pas entourée de gens qui sont un peu quand même toxiques et tout ça ? C'est bien. Mais ce n'est pas le travail qui consiste à juste vivre, à juste exister quelque part et à se distraire, à se prendre moins au sérieux et à vraiment se tourner vers toute cette complexité qui nous entoure. Et en fait, des fois, ça nous arrive. Hier même, une amie dont le cousin est tombé en plongeant sur un rocher. Il a perdu, il s'est paralysé de tout le corps. Et elle me racontait comment cet homme était musicien et militant et vivant et tout ça. Et toutes les deux, on se disait... les sujets de nos appels passés dans lesquels, oui, il m'a écrit, je lui ai dit tout ça, à quel point on arrivait à relativiser et à dire qu'on est bien, tu vois, on arrive à se lever, on arrive à... Et en fait, je pense que
c'est un peu peut-être absurde ce que je vais dire, c'est que on relativise et on se dit que ça va quand même. Et je pense que ça, c'est au niveau de notre santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on éteigne notre indignation face à ce qui va mal dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on... Et quand je dis indignation, je ne suis pas en train de dire, je me mets là et je te dis, ouais, Louise, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tiens, on va maintenant comme ça nous organiser pour faire... Non, il y a une organisation. Ça veut dire que la colère politisée, ce n'est pas l'expression affective de la colère. C'est l'expression qui tourne. En fait, la colère, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'injuste qui se produit. L'éco-anxiété, c'est une invitation à réfléchir comment on peut changer les modes de production et de consommation. Et en fait, voilà, ça va en parallèle. Je dirais, si je veux donner une recette vraiment très personnelle, ce serait ne pas trop se prendre au sérieux. Prendre des escales de temps en temps pour soigner ces corps qui sont quand même écrasés par beaucoup de violence. Et ne pas oublier que la source du mal, elle est externe à nous-mêmes et qu'il faut qu'on la combatte. Donc ça veut dire ne pas la subir, mais qu'il faut la combattre de là où on est placé. C'est intéressant parce qu'au final, ce que je comprends de ce que tu nous partages, c'est que travailler sur soi n'est pas forcément ce qui nous fera sentir mieux, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Il y a un côté très... c'est un projet très narcissique. Volontariste, oui. Mais qui donne aussi, j'ai envie de dire, de l'espoir. C'est qu'on a l'impression de pouvoir avoir le contrôle sur notre bonheur, oui. Sur notre bien-être. Et je voulais te parler du stress parce que justement, j'ai vu que c'était ton premier un peu domaine d'études qui aujourd'hui, on le ressent, j'ai l'impression, plus que jamais. Je voulais savoir, qu'est-ce que, durant ces années où tu as étudié le stress, qu'est-ce que tu as appris de surprenant par rapport au stress? Peut-être quelles idées tu as déconstruites par rapport au stress et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Alors peut-être l'idée la plus surprenante, je le trouve fascinante, c'est le fait que notre cerveau réagit au stress psychologique de la même façon qu'une agression physique. Et en fait, du coup, c'est pour ça que si maintenant, par exemple, je te dis, c'est quoi ces questions nulles? Enfin, même si tu as un statut et en fait, ou même si toi tu me dis, mais Sama, tu dis n'importe quoi, je vais avoir une réponse comme si tu m'agresses physiquement. Je vais transpirer. Je vais avoir le cœur qui bat. Je vais avoir en fait des réactions qui me préparent à t'attaquer physiquement. Alors je vais pas le faire. Mais par contre, on passe à côté de ces choses. Ou quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui est ton crush, tu vois, je sais pas, tu le vois en soirée et t'as les joues qui rougissent. En fait, c'est ton sang qui est en train de se déverser dans tes muscles pour que tu te prépares à sauter sur lui. Ou en tout cas à partir en courant. Mais en fait, je trouve ça fascinant que c'est un peu, on a un cerveau pas très précis en quelque sorte. Quand il te dit que ça va pas ou que ça va très bien, il va toujours te dire fais quelque chose avec ton corps. Et en fait, à la fois, c'est une donnée fascinante qui nous attendrit. Parce que quand je te donne ces exemples, mais maintenant pense au fait que par exemple, tu vis une vie dans laquelle tu es humilié quotidiennement. En fait, tu es agressé dans ton corps, même si tu ne l'es pas. Et c'est ça qui finit par produire des maladies du corps qui sont provoquées par une attaque psychologique. Et donc, qui fait finalement ce qu'on appelle couramment le burn-out. Et donc, le stress, ça vient déjà, le terme, il vient de la métallurgie, c'est-à-dire je tire sur un ressort, c'est ça le stress. Le ressort, il fait résistance. Il fait une résistance, ce qu'on appelle une réponse au stress. Et s'il retrouve sa position initiale, il serait résilient. Donc la résilience, c'est notre capacité à retrouver notre position normale, une position initiale après stress. Et en fait, du coup, moi, je m'intéresse à cette réponse au stress, je m'intéresse à notre capacité à retrouver notre position initiale, mais je m'intéresse aussi à qui attirer sur le ressort. Et c'est ça aussi qui m'a permis à moi de me dire que la façon avec laquelle je regarde la santé mentale, c'est de questionner qui tire sur le ressort. L'approche doit être systémique. C'est-à-dire on ne peut pas regarder la corrélation de ce qui se passe dans le cerveau et dire « Ah oui, il y a moins de récepteurs sérotonergiques ». Ça, c'est la réponse au stress. Ça, c'est la corrélation. Mais qui tire sur le ressort? Ça veut dire qui produit cette aliénation, cette distance. Et en fait, c'est là aussi que ma carrière de scientifique a rejoint une envie en fait de regarder la biologie avec un standpoint sociologique, alors qu'en fait je ne l'avais pas. Mais en fait je voulais placer ce cerveau là où il est et d'arrêter de l'amener dans un laboratoire et de dire que le stress est un phénomène extérieur au cerveau. C'est parce qu'en fait ceux qui tirent sur nos ressorts psychologiques,
sont extérieures à nous-mêmes. Et peut-être la deuxième chose que je trouve fascinante et qui a changé aussi la manière avec laquelle j'élève mon fils et la manière avec laquelle j'aborde moi-même ma vie quotidienne, c'est l'importance que ce capital distraction est un phénomène quotidien, banal, que j'appelle banal. C'est pas une retraite, c'est pas des vacances. C'est en fait le détachement quotidien de tout ce qui peut paraître comme très pesant. Et de retrouver peut-être quelque chose que c'est ma grand-mère en fait qui le faisait en pleine guerre civile. Il y avait toujours ma grand-mère assise quelque part qui prépare quelque chose à manger en chantonnant. Et cette capacité à retrouver le droit de se distraire, comme l'enfant qui arrache toujours son droit de jouer, au milieu de l'atrocité. Et je pense que je me dis, ça, c'est mon droit. Je ne veux pas qu'une sphère, qu'un amour, même qu'à ma condition de mère, à ma condition d'essayiste ou quoi que ce soit, je commence à être exposée, des fois je me fais attaquer sur les réseaux. Tout ça, en fait, je me dis, tout ça, je le vis. C'est vrai, ça peut m'habiter, je peux être des fois prise par des choses qui sont pas très belles, des jalousies où je me sens attaquée. Tous ces sentiments, je me dis qu'ils circulent du moment où j'arrive à passer à autre chose de temps en temps. Et je pense que ça, je le vis quotidiennement dans mon corps. Du coup, le fait de vivre des situations stressantes, il y a quand même une forme de positivité parce que c'est ce qui permet de forger notre résilience. Tu vois, de ce que tu nous as partagé, j'ai l'impression que quelqu'un qui ne vivrait jamais de situation de stress, donc ce qu'on peut a priori envier parce que c'est quand même chouette, est-ce que au final, ça ne le desservira pas plus tard parce que la résilience, cette capacité à rebondir, cette capacité à avoir peut-être été tiré, si on prend la métaphore, et à toujours réussir à revenir à notre position initiale, c'est en fait une force qui nous permet de dépasser des épreuves de la vie mieux que quelqu'un d'autre, quoi. C'est très intéressant parce que je me méfie énormément de cette idée que le fait d'avoir été torturé dans son enfance ou torturé, ça nous rend plus résilients. C'est faux. C'est vraiment quand ce qui ne nous a pas tués nous a complètement rendu abîmés et nous a surtout pas rendu meilleurs en plus. Non, mais c'est vrai que cette phrase qui ne tue pas nous rend plus fort. Voilà. Je crois que c'est vraiment pour se rassurer parce que ça peut exister, mais ça peut, par exemple, on s'attache aux histoires de l'artiste qui a été qui a vécu des difficultés. On s'attache à l'idée du génie déjà qui existe, mais de personnes brillantes qui ont été virées de l'école. Ça ne représente pas la réalité du monde. Du coup, moi, je m'intéresse pas à ces fables. La réalité, c'est que quand on a été stressé, comme tout à l'heure, ce que je disais, ça nous enlève, en fait, ça nous préoccupe dans notre corps, et donc ça enlève nos compétences cognitives sur lesquelles repose finalement ce que nous allons faire. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le stress, il y a des niveaux de stress qui sont opposés à tout ce qui nous permet de nous émanciper. Par contre, la résilience quotidienne peut faire que de l'extérieur, on subit des stress, mais en fait, on est en train de les bien vivre. Ça, on peut faire l'expérience avec les gens qui nous entourent. On vit la même chose. Tu vois, des gens qui le vivent très bien, dans une queue de supermarché. Tu vois, j'avais un ami qui voulait toujours arriver le premier, tu vois, donc il disait toujours « Reste là sur cette ligne, un pied sur celle-là » et tout ça. Et d'autres qui chantonnent, n'est-ce pas ? On fait l'expérience de ça. Et en fait, voilà, c'est comment on vit le monde. Pas comment est le monde. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, je reviens au jeu de l'enfant. Parce que si on observe le jeu de l'enfant, il crée des situations très stressantes. En fait, il saute sur une jambe. Il ne voit pas, n'est-ce pas ? C'est des poissons qui sont poursuivis par des pêcheurs. C'est des souris qui sont poursuivies par des chats. En fait, ils se mettent dans des situations dans lesquelles ils vivent l'expérience de l'incertitude, d'une perte de contrôle, de l'humiliation. Genre, tu sors, tu es exclu du cercle, tu reviens après. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils le vivent bien et puis après on passe à autre chose ? C'est que c'est dans ce havre qui est le monde du jeu. Donc en fait, finalement, si je peux penser un peu biologie évolutive, j'essaie de le faire de moins en moins, est-ce que le jeu n'a pas cette fonction de nous entraîner, tel que tu le dis, nous entraîner à créer un capital de résilience dans lequel je suis en train de vivre quelque chose de très violent. Parce que mon ami qui a 5 ans,
Il vient de m'exclure. Ou même, si tu entends ce qu'il se raconte, je te coupe la tête, t'es gelé, je te transforme en eau et tout ça. Mais je sais que c'est un jeu. Alors, tirons ce fil. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous pouvons vivre comme compétition, tout ce que nous pouvons vivre comme exposition, par exemple, au jugement des autres, quand je prends la parole, il y a toujours en fait ce petit stress qui vient du fait que je vais peut-être me mettre à dire n'importe quoi. Peut-être je sais pas, je vais avoir peut-être une saleté sur mon visage que j'ai pas vue. Il y a toujours en fait et de se rappeler de ce qu'on se disait enfant, sans en prendre conscience, que ce n'est qu'un jeu. Est-ce que, en fait, maintenant, par exemple, je me dis, je suis en train de parler avec toi, putain, c'est une grosse influenceuse, Louise et tout ça, et je suis très fatiguée. Mais je me dis, même si je tiens à tout ce que je te raconte, quelque part en moi, il y a une part qui dit, ce n'est qu'un jeu. Au pire. Désacraliser. Et en fait, avoir cette liberté un peu, peut-être c'est là notre marge de manœuvre, de vraiment ne pas nous prendre au sérieux. Trop. Et de pouvoir se dire que voilà, après je prends mon fils et on va passer à autre chose. Et en fait, je pense que c'est une posture qui sélectionne dans ce que nous vivons, là où nous avons du contrôle et là où nous n'en avons pas. Et réaliser quand nous avons du contrôle sur vraiment très peu de choses. Et ça libère. Il y a quelque chose sur laquelle on a du contrôle, si je lis bien tes domaines d'études, c'est le talent et l'intelligence. Donc j'ai trouvé ça très rafraîchissant et rassurant. Surtout que moi j'ai plutôt été élevée dans l'idée qu'il y avait des gens bons dans ceci, mauvais dans cela, etc. Que j'ai un peu réussi à dépasser. Mais c'est vrai que j'ai encore des autocensures. Donc j'aimerais bien que tu nous développes cette théorie. Qu'est-ce qui t'a amené en effet à défendre la théorie selon laquelle l'intelligence est plus acquise que innée ? Oui, alors d'abord, il faut qu'on sache de quoi on parle, c'est-à-dire c'est quoi cette intelligence. Et en fait, on va voir des définitions qui sont les plus courantes, c'est la capacité à avoir une précision, une rapidité dans nos capacités cognitives pour résoudre les problèmes avec le moins d'énergie possible. En quelque sorte, c'est ce qui nous permet de faire des maths, quoi. Moi, je disais la matière grise, tu vois. Voilà. Très simple. Et c'est une définition qui est très située culturellement, qui est très située historiquement et aussi géographiquement, parce que c'est une définition, encore une fois, eurocentrée. Les premiers tests de l'intelligence ou du quotient intellectuel, qui est considéré comme le test qui mesure cette intelligence générale. Tu crois à ça ou pas, juste au QI ? Non. Enfin, je veux dire que j'y crois, bien c'est un test qui nous donne un indicateur que je trouve très utile dans certaines situations psychiatriques. Mais par contre, je m'oppose à toute tentative de quantification de l'humain. Donc déjà, ça c'est clair. Je considère que tout indicateur est un indicateur. Après voilà, ça dit... C'est libre interprétation, quoi. Complètement. Ça dit quelque chose sur là où l'être est situé à ce moment-là. Ça veut dire, ça va me dire si cet enfant est capable d'avoir les compétences demandées dans cette école, à cette époque, dans ce pays, dans cette ville, face à tel dispositif scolaire. Voilà. Et je vais me dire, si on ne dit pas ça, on ne peut pas dire qu'un chiffre qui résume toute la complexité de ces éléments, on sait que ces tests sont connotés culturellement, on sait que ce qu'on mesure à l'école peut aussi à un moment donné devenir la capacité de douter. Ça peut aussi devenir la capacité de converser, la capacité de changer d'avis. Imagine par exemple que... après, on va te noter capacité de changer d'avis. Tu vois, et on va avoir ce qui est chouette quand même. Tu vois. Imagine que c'est une compétence en or. Capacité à ne pas juger les autres sur leur physique, par exemple. C'est quand même chouette. Il n'y a pas beaucoup de médailles. Hein. Oui, mais en fait, sur lequel, quand même, est basée notre politique de recrutement, la politique de qui on choisit pour procréer et qui on choisit. C'est basé sur la capacité à juger les gens sur les physiques. Après, si tu réfléchis comme un extraterrestre, on est tous très bizarres physiquement. Tu vois. Donc, en fait, imagine qu'on avance comme ça dans l'humain jusqu'à remettre en question tout ce que nous valorisons comme étant les compétences qu'on considère comme étant la brillance et qu'on se dit qu'à ce moment-là, pour faire société, nous avons besoin des gens, par exemple, qui sont tolérants au fait que l'autre est différent. Peut-être que ça serait ça qui va être valorisé et donc évalué. Et t'inquiète pas, il y aura des tests pour donner des chiffres. Donc, toujours se méfier de la quantification et bien sûr, ce que je reproche aussi, c'est la hiérarchisation. Parce que comme
tout à l'heure, au tout début, on disait, c'était Jacques Rancière qui développe dans Le Maître ignorant cette idée qui peut paraître radicale de première vue, que les intelligences sont égales. Mais en fait, c'est pas que les manifestations des intelligences sont égales, mais ça veut dire que la capacité qui me permet de passer de quelque chose, cette distance qui me sépare de ce que je sais et de ce que je ne sais pas, eh ben en fait, elle est égale. Après, j'avance. Je peux avancer plus vite. Hein, je peux avancer avec des meilleures stratégies et je peux être placée dans le bon écosystème qui me permet d'avancer aussi. Par contre, je n'ai pas d'attachement particulier à considérer que quelqu'un qui fait des maths rapidement, quelqu'un de plus intelligent que quelqu'un qui sait, par exemple, manier son corps pour passer d'une branche à l'autre. Et en fait, voilà, je trouve que ça dépend du contexte et de ce nous avons besoin pour valoriser dans une société donnée. Et donc, ce que bien sûr je défends, c'est que l'idée que déjà, on l'a déjà développé, ce que nous sommes est en grande partie façonné par des phénomènes qui sont extérieurs à soi. C'est-à-dire l'idée du mérite qui repose sur un talent fructifié par le travail renvoie cette idée que je suis ce que j'ai décidé d'être par la force de ma volonté. Je me réveille le matin et je me dis aujourd'hui je vais tout déchirer et que je vais décider de tirer tel mot, d'avoir telle décision, alors qu'en fait en réalité nous sommes des êtres situés, nos savoirs sont situés et donc nos supposés talents que les autres nous attribuent, en fait si je veux les expliquer, c'est ça aussi, hein, je ne dis pas que nous sommes égaux, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne font pas des choses exceptionnelles. Par contre, ce qui me fascine, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que telle personne ou tel groupe, hein, c'est là aussi qui est le cœur de mon travail, c'est pas les individus, c'est pas ce que tu sais faire par rapport à ce que je sais faire, c'est l'acharnement scientifique, historique, qui est vraiment une trait noire comme partie de l'histoire scientifique de mon domaine, la génétique, de considérer que ce qui explique qu'il y a des groupes humains qui sont inférieurs à d'autres, c'est le fait qu'il y a des groupes qui sont génétiquement doués pour des choses que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire que les hommes sont doués de rationalité, que les hommes sont doués d'orientation spatiale, ce qui explique qu'ils conduisent mieux et ce qui explique qu'ils prennent des meilleures décisions, qu'ils prennent des meilleurs risques. Et en fait, on a aujourd'hui des scientifiques qui représentent l'autorité scientifique dans ces domaines qui défendent encore qu'il y a une base évolutive parce qu'il fallait bien savoir chasser et du coup, voilà, et les femmes, il fallait bien s'occuper des enfants alors qu'anthropologiquement, on ne sait pas vraiment qui s'occupait des enfants. Et donc, en fait, de justifier l'ordre social en revenant à cette idée que ceux qui réussissent le méritent parce qu'ils auraient mieux travaillé et ils auraient... Parce que bien sûr, hein, ça ne suffit pas d'utiliser le travail, sinon ça devient, tu dis, mais oui, mais est-ce que tu as travaillé 1 million de fois plus que moi pour que tu gagnes 1 million de fois plus que moi ? En fait, je veux dire, oui, mais s'ajoute à ça quand même le talent. Et donc en fait, c'est une très bonne... et s'ajoute à ça aussi l'éthique de caractère, ça veut dire j'avais le talent, le travail, mais aussi les bons traits de personnalité. C'est ces 3 éléments qui sont en fait du coup les pièges qui sont rencontrés dans l'astrologie et dans le développement personnel, qui vont nous inviter à trouver l'énergie pour travailler ce que nous sommes, tout en nous faisant croire que tout revient à notre être personnel, alors qu'en fait, si tu veux savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit, il faut d'abord se demander, est-ce que cette personne a fait la bonne décision de naître dans la bonne famille ? Ce qui ne revient pas à tes décisions. Mais la famille dans laquelle on est né, le quartier de Paris dans lequel on passe notre maternelle, est beaucoup plus explicatif de ce que nous sommes que cet avantage génétique que tu as ou cette brillance et ce trait de caractère de persévérance que tu as. Et en fait, voilà, dire juste, je ne prétends pas que nous n'avons pas de prédisposition génétique, je suis généticienne, je ne prétends pas que nous avons les mêmes performances à l'arrivée, juste je dis intéressons-nous au chemin, mais pas juste par fascination comme ça d'exploration, hein, comme ceux qui vont voir le Titanic, non mais je veux dire, je m'intéresse pour savoir est-ce qu'il est possible qu'on imagine des sociétés dans lesquelles on ne subit pas des pressions différentes. C'est-à-dire, avant même que je me dise aux femmes, viens, on va faire une formation dans laquelle je vais t'apprendre à te respecter et à croire en tes capacités et à travailler ta psychologie pour que tu brises le plafond de verre, de glace ou je ne sais pas quoi. En fait, je vais dire, attends, calme-toi, il faut arrêter de demander aux opprimés de travailler sur elles-mêmes pour s'accepter et s'aimer et prendre la parole. Dire non, en fait, non, attends, toi, tu fais ce que tu peux, ok, déjà, c'est déjà assez violent comme ça. Et non, je vais regarder des systèmes pour enlever ces barrières. C'est-à-dire, typiquement, dans le cas des femmes, je vais demander aux hommes de se taire, hein, plutôt qu'aux femmes de lever la voix. Et
en fait, finalement, de se dire, une fois que nous imaginons des sociétés dans lesquelles on ne subit pas les mêmes pressions, on subit les mêmes pressions, ou on ne subit pas de pression, si tu veux, c'est là où je peux me dire, tiens, il y a des prédispositions génétiques qui font que... Voilà, donc il y a ces phénomènes. D'abord, le phénomène des déterminismes. Quand je dis déterminisme, avec le bémol des marges des libertés collectives, c'est-à-dire les structures, revenir aux structures, admettre que nous sommes dans un système, tout comme le système solaire. Et c'est un peu comme si tu dis, je suis la planète Terre, okay, et je décide de tourner comme je le souhaite. Non, tu tournes pas comme tu le souhaites, tu fais partie de ce système qui te détermine d'une façon... Alors, méfiance astrologie, je veux dire que ce verre d'eau a une force gravitationnelle sur moi autant que Jupiter, voire plus, parce qu'il est plus... Mais en fait... Je réalise cela, je dépends de tout cela, n'empêche que nous pouvons créer d'autres systèmes, contrairement au système solaire. Ce que tout à l'heure, tu me posais la question, mais on subit ces images de soi. En fait, c'est pas si vieux que ça. Tu le sais très bien, s'épiler, ça fait moins de 100 ans. Tu vois, en fait, ces choses que nous avons l'impression que ça a toujours été là, la famille, voilà, si tu veux, je ne veux pas exposer la famille, mais je veux dire qu'en fait, il y a des choses on a l'impression que c'est des systèmes durs et tout ça. En fait, non. Tout est une question de choix, c'est arbitraire. Voilà, la virilité, c'est des concepts qui se sont incarnés et infiltrés dans les normes implicites, mais c'est des concepts qui se construisent il y a quelques siècles. Bien sûr, il y a des concepts qui sont vieux, enracinés, comme les concepts de sciences racialistes dans lesquelles je vais considérer qu'il y a des races intellectuellement supérieures et malheureusement ça revient en force d'une manière assumée dans la recherche aujourd'hui de signifier que quand même il y a des groupes humains qui de par leur couleur de peau ou de par leur placement géographique d'une manière positive ou négative, c'est-à-dire que les Chinois seraient supérieurs dans telle matière ou que les Polonais ou les Indiens et tout ça, en fait on est en train de refaire une erreur qui a été corrigée maintes fois dans l'histoire de la recherche, qui est de ne pas confondre un facteur environnemental avec un facteur biologique. Ça veut dire de dire, avant de dire tel groupe est capable de faire ça, regardons est-ce que ce groupe subit des pressions systémiques que les autres groupes ne subissent pas. De ne pas confondre. Et imaginons maintenant cela à l'échelle de nos individus. Quand je te regarde, je te trouve brillante. Par exemple, je te dis, Louise, quand je t'écoutais, je me dis, qu'est-ce qu'elle parle vite, ça va vite. Mais je ne peux pas aussi te dire, je ne peux pas savoir qui a eu cette influence sur toi. Je ne peux pas savoir où tu as été placé pour développer ça. Ça n'enlève pas ce que tu es. Ça n'enlève pas comment je te vois. Par contre, je me dis, je ne sais pas. Donc j'ai de la compassion pour toi, parce que dire, je ne sais pas qui fait de toi. Quelles sont tes motivations pour faire ce que tu fais ? En fait, d'une manière très simple, je peux moi-même, et je pense que tu le subis, les gens qui te disent pourquoi tu fais ça ? Est-ce que c'est pas parce que tu veux être au centre de quelque chose, tu vois ? Mais en fait, si on part du principe que je ne sais pas qu'est-ce qui t'a déterminé et où ton expérience a fait le change, a fait la différence, je n'ai pas le droit de juger qui tu es. Et c'est aussi ça la société qu'on peut imaginer, dans laquelle encore une fois, on a de la compassion pour soi et pour les autres, parce que je ne crois pas que tu mérites quoi que ce soit. Je ne crois pas que je mérite quoi que ce soit. Par contre, je crois qu'on est différent, je crois qu'on est singulière, et c'est fascinant comme ça l'est. Et je n'ai pas besoin de trouver l'origine de cette différence dans un trait dans ton caractère, ou dans ton corps, ou dans ta biologie, ou dans ton cerveau. Est-ce que c'est vraiment antinomique ? En fait, moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que... évidemment, que je trouve ça génial qu'il y ait des personnes comme toi qui renforcent l'explication du déterminisme et du déterminisme social et qui limitent une sorte de je sais pas, prophétie ou génie qui expliquerait la réussite d'une personne. Mais tu vois, je suis la première à vouloir changer les systèmes, mais j'ai aussi une conscience aiguë du fait que ça va prendre du temps. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour moi, dire à une femme de 30 ans, non mais t'inquiète, en vrai, fais ce que tu peux, on va attendre que le plafond de verre se démonte, plutôt que de lui dire, écoute, aujourd'hui, l'éducation et de la féminité, de la virilité ont fait que tu oses moins prendre la parole, tu oses moins négocier ton salaire, que voilà, il y a des outils qu'aujourd'hui les hommes ont que tu n'as pas, apprends-les
pour pouvoir regagner cet avantage-là et du coup accélérer potentiellement le parcours que tu veux avoir. Tu vois, c'est un peu comme pour l'écologie. Il y a des personnes qui disent non mais bon, on fout la pression aux individus pour changer leur façon de faire alors que c'est aux politiques de changer tout. Bah évidemment. Mais en fait, en attendant que clairement ils se prennent une claque dans la gueule et qu'ils se réalisent que s'il y a urgence, moi je suis pour que chacun fasse ce qu'ils peuvent et limite, enfin bon, je vais pas énumérer tout ce qu'on peut faire pour la planète, mais je trouve ça un petit peu facile, si je te challenge, de se cacher derrière l'excuse du système qui au final nous dédouane beaucoup d'une forme de responsabilité ou de capacité d'action. Oui, super intéressant. Super intéressant parce qu'on arrive dans la logique à cette impasse, si tu veux. Et il y a deux choses. D'abord, tu peux continuer à faire ce que tu fais, lever la voix. Par contre, tu as conscience de la part de ta responsabilité. Ça veut dire, en fait, encore une fois Spinoza, c'est-à-dire que les déterminismes nous écrasent. Par contre, nos marges de manœuvre passent d'abord par une prise de conscience de ce qui nous détermine. Ça veut dire que je peux mener une action qui est une action d'arracher mes droits aux hommes, disons. Par contre, j'ai conscience que c'est le système. Peut-être même aussi, j'ai conscience que c'est pas de la faute de lui. C'est aussi il est dans ce système. J'ai cette conscience. Donc, en partant de cette conscience, je ne le fais pas de la même façon. De l'extérieur, je suis en train de faire la même chose. Mais en fait, j'ai en moi une compréhension d'où se place mon rôle. Parce que la charge de responsabilité que nous plaçons sur les opprimés pour dépasser leur oppression, elle est monumentale, elle est culpabilisante. Donc moi je suis en train, je refuse cette idée qu'on enlève la responsabilité et donc on ne fait plus rien. Non, tu enlèves la responsabilité pour libérer l'énergie, pour faire quelque chose. Parce que cette responsabilité est paralysante. Quand je me dis que j'arrive pas à avancer parce que je me mets les bâtons dans les roues et parce que j'ai un profil de sabotage, je ne sais pas de quel... En fait, mais c'est ça qui me paralyse. Si je me dis, je suis placée dans ces déterminismes, c'est ce qui me pèse. Ok ? Je regarde où est-ce que je me situe dans ces structures. Et puis je me dis, je vais m'échapper par là. Mais je m'échappe avec légèreté. Je m'échappe pas avec le poids de responsabilité absurde qu'on positionne sur les individus. Et pareil pour l'écologie. Je veux dire, est-ce que ça suffit de recycler et de prendre son vélo tout en vivant dans une ville aussi polluante que Paris ? Non. Par contre, en prenant conscience, je ferai peut-être des meilleures décisions de vote. Je ferai peut-être des meilleures décisions pour la collectivité dans laquelle je vis. Mais tant que je crois que ça revient à moi, je vais me dire, je fais ce que je crois que... Tu vois, moi, je fais ma part et colibri et blablabla. Donc, en fait, c'est cette prise de conscience que moi, je considère comme étant l'inverse de la fainéantise intellectuelle, mais je veux dire que c'est pas lié à une élite. Ça ne doit pas être lié à une élite. C'est une connaissance qui est populaire. C'est une connaissance que nous pouvons tous et toutes avoir dans nos corps. Savoir où est-ce que nous sommes placés et dire « je fais un choix conscient » de ce que... peut-être en fait, je regarde les structures et je me dis les structures vont m'empêcher en tant que réfugié d'arriver à tel poste. Et en fait, je le sais. Je vais arrêter de croire que c'est ma façon de me présenter et tout ça. Et je choisis de vivre une vie simple, peut-être. De m'épanouir, de m'émanciper sur place. Mais ça aurait été un choix qui tient de cette marge de liberté que j'ai une fois que j'ai pris conscience des déterminismes. En toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause. La deuxième chose, c'est qu'en fait, prendre conscience des déterminismes, c'est le moment zéro avant de les défaire. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on agit en tant qu'individu pour s'en sortir en tant qu'individu, les structures sont stables. C'est qu'en fait, c'est ça aussi que je me dis, l'urgence, comme tu dis, on n'a pas le temps et ça prendra longtemps avant de changer les structures, n'est-ce pas ? Et bien en fait, cette prise de conscience, cette fois collective, que ce qui fait que telle personne racisée n'a pas tel job, ou ce qui fait que telle personne handicapée ne se sent pas à l'aise dans certains environnements validistes, ou ce que tu veux, et bien en fait, c'est là qu'on peut se dire, tiens, ok, je continue à faire ce que je peux faire en tant qu'individu, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Je pense que c'est vraiment l'inverse de l'inertie et l'inverse du fatalisme. Quand on se dit qu'il y a quelque chose de systémique à changer, ça veut dire
qu'il faut mettre des policies, des politiques, et pas des gourous de développement personnel, mais qui vont psychologiser ce qui ne tient pas de la psychologie, si ça va servir à nous faire sentir bien avant de nous coucher, mais c'est en fait en changeant les normes, en faisant, je sais pas, moi, les gens qui disent, est-ce que tu penses que les quotas, je dis, prenons tout ce qui vient, en fait, mais changeons. Essayons déjà, voilà. Ça sera pas mal. Là, quand je travaille sur la question de la mobilité, changement de nos modes de transport, je dis d'abord, et avant tout avant de demander aux gens de préférer tel mode de transport, faisons que les transports soient fiables, faisons que les transports soient agréables à prendre, faisons que les transports soient accessibles. Avant de commencer à dire la volonté, et puis quels sont les biais cognitifs qui font que les gens ne changent pas de comportement par rapport à l'environnement. J'ai demandé ça à d'autres neuroscientifiques, je pense qu'on l'a déjà, il y en a plein qui parlent que de ça, et je lui ai en fait, en tant que neuroscientifique, c'est pas que je suis en train de sauter vers ce qui me concerne pas en tant que scientifique, non, mais c'est parce que je sais que le cerveau, il est beaucoup plus aisé pour nous de changer nos façons d'être quand on est placé dans les moyens et dans les dispositifs qui nous permettent de changer nos habitudes. Donc cette idée de la volonté, là vraiment, on n'est pas des êtres de volonté, on est plutôt des êtres de désir, je dirais, et qui suivent naturellement les lieux dans lesquels nous sommes en immersion. Écoute, c'est un peu le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la marge de manœuvre qu'on a pour potentiellement changer la plasticité de son cerveau, qui est un phénomène que je trouve assez fascinant. Si, du coup, l'intelligence est une matière qui évolue, qu'on peut toujours changer, qu'il n'y a pas justement de fatalité déterminée par nos gènes, à quel point est-ce qu'on peut changer ce dans quoi on n'a pas forcément des facilités à la base. Tu vois, si je te prends un exemple très concret, j'ai un peu abandonné cette quête, mais au début de l'année, septembre dernier, je m'étais dit, quand je suis partie écrire mon livre en 2021, j'étais dans un flow permanent, c'était incroyable, j'ai énormément aimé ce sentiment, tu vois, de ne pas voir le temps passer, que vraiment, je n'ai absolument pas à Paris. Alors, ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais, mais je sais pas si c'est lié à l'environnement ou quoi, mais j'ai toujours une espèce d'horloge dans la tête où j'arrive jamais à être vraiment 100% focus. Je suis toujours en train de penser à ce que je vais faire après, etc. Et donc, je me demande comment est-ce que je peux, si je suis pas... Parce que je sais que j'ai des amies, elles, c'est seconde nature pour elles. Limite, elles vont faire une tâche, elles vont y passer 4 heures, et une amie m'avait dit, moi, c'est mon mec qui va m'apporter à manger, parce que sinon, j'oublie, quoi. Ça m'est jamais arrivé d'oublier de manger. Donc, à quel point j'ai la main dessus? Est-ce que c'est qu'une question de pratique? On entend souvent qu'il faut 1000 heures pour devenir expert ou maîtriser un sujet. Voilà, quelles sont un peu tes recommandations là-dessus? Quelles sont un peu tes recommandations? Alors, je vais, comme c'est la fin, je vais essayer d'être optimiste tout en ne pas déformant la réalité. Ça veut dire que notre capacité à changer la plasticité de nos cerveaux, c'est pas aussi évident que ça. Ça rentre aussi dans les livres de développement personnel, libérons le potentiel du cerveau et tout ça. Enfin, méfions-nous. Nous avons une marge de manœuvre assez restreinte sur ce que nous sommes. Par contre, voilà, optimisme, nous devenons tout ce que nous pratiquons, n'est-ce pas? Donc en fait, tout ce qu'on commence peut paraître pénible. Et en se détachant de l'idée qu'il y a quelqu'un qui a une seconde nature, tu l'as dit, tu vois, quelqu'un qui a une seconde nature, en fait, détachons-nous de ces idées et disons que c'est juste quelqu'un qui a pratiqué une compétence, qui a pratiqué un mode de vie, qui a pratiqué, en fait, tout. C'est-à-dire, il y a des amis qui me disent « j'arrive pas à lire ». Ben en fait, il me dit « mais oui, mais toi, tu prends un livre et tu... » Non, mais en fait, c'est une habitude. C'est une habitude qui commence toujours en étant pénible. Imaginons en fait que nous avons en nous quelqu'un qui dit « c'est sûr, ça vaut la peine, là, je ne prends pas de plaisir. » Et tu sais, en fait, au bout d'un moment, il dit « bon, ben, ça a l'air d'aller. » Jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et donc, et aussi, il n'y a pas quelque chose comme ça qui est dans l'absolu. Moi, j'arrive pas à me concentrer. En fait, non. Tu as des domaines dans ta vie dans lesquels tu arrives très bien à te concentrer. Mon petit ami, il me dit j'arrive pas à rester concentré sur un livre. Et en fait, je le vois 4 heures, pareil, même plus, travailler des fichiers Excel pour son travail. Je me dis, mais tu me dis que tu n'arrives pas à te concentrer. Tu arrives à te concentrer, c'est quoi la concentration? La concentration, c'est une fonction exécutive
Ça veut dire c'est la capacité à porter son attention sur un sujet. Mais cette attention, il ne faut pas imaginer qu'elle est portée par la manivelle. C'est-à-dire, je décide de porter mon attention sur quelque chose. Ça, tu peux le faire pas longtemps. Tu décroches. Par contre, elle est portée là où ton désir t'envoie. C'est-à-dire, imaginons que cette attention, elle est payée en quelque sorte par la motivation. Motivation, moteur. C'est un moteur qui paye l'attention de sorte à ce que tu restes sur un sujet. Pour que cela arrive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plaisir qui vient et qu'en fait, c'est ça, ce plaisir de moteur. Revenons, et comme ça, on boucle, la boucle est bouclée. Revenons à cette idée de comment on apprend quoi que ce soit. C'est tu prends quelque chose, tu le maîtrises, tu passes à autre chose, tu le maîtrises, tu passes à autre chose, et qu'on est naturellement, on a cette seconde nature, d'aimer avancer, d'aimer nous améliorer. Et du coup, quand tu es face à une page blanche, fais n'importe quoi. Fais n'importe quoi, et du moment où ça avance, ça va te donner un petit... Se méfier de dire dopamine et tout ça, parce que tout ça, c'est des corrélations avec ce qui se passe dans le cerveau. Mais disons que, imagine l'enfant qui jette un objet et puis il passe à un autre objet. Et en fait, c'est comme il s'améliore et cette amélioration lui fait du bien. Donc, quand c'est vraiment se libérer de l'imperfectionnisme, moi, j'aime bien me dire à moi-même aussi, vas-y avec ce que tu as. Tu vois, il faut accepter de faire des choses dans lesquelles nous sommes nuls. Et tu as écrit un livre, tu sais très bien qu'on garde très peu de ce que nous avons écrit et qu'en fait, qu'il y a beaucoup de nullitude dans ce que nous faisons. Et en fait, ce mythe que nous avons de quelqu'un qui s'est assis comme ça et qui a sorti un pavé, tu sais, on a plein de films comme ça où il a fumé un paquet de clopes dans la nuit, 3 paquets, et le matin, il a imprimé et il a envoyé à l'éditeur, n'est-ce pas ? Mythe, bullshit. En fait, c'est beaucoup. Les écrivains, si on regarde vraiment quand ils disent sincèrement ce qu'ils font, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui nourrissent ce mythe-là, ils lisent, ils s'inspirent, ils copient. Et au bout d'un moment, il y a 10% qui ressort de ce 90%. Donc, accepter de faire les choses dans lesquelles nous sommes nuls, jusqu'à ce qu'on devienne à peu près médiocre et après peut-être bien, et y aller avec ce que nous avons, ne pas attendre d'avoir les meilleures stratégies. Y aller. Et ces distances qui nous séparent toujours de ce qu'on ne sait pas faire, de ce qu'on sait faire, s'ajustent dans une complexité dans laquelle je ne peux pas donner de recettes. Ok. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi, un peu plus perso, on va dire. Comment est-ce que toi, tu nourris, développes ta créativité ? Alors voilà, je n'ai pas préparé ces questions parce qu'en fait, comme je considère que c'est des phénomènes qui arrivent quand on est ouvert à l'ambiguïté, je dirais. Ça veut dire que déjà, j'ai un enfant et ça, c'est vraiment une opportunité de faire n'importe quoi. Et je pense que ça nourrit la créativité parce que des fois, on marche d'une manière bizarre. Des fois, on se parle je lui parle, en fait, je lui dis des choses absurdes, il répond. Et là, on fait une petite scène de théâtre médiocre, mais dans laquelle il se passe quelque chose de créatif. Je pense que vraiment, c'est encore une fois Rilke qui dit il faut aimer les questions elles-mêmes. Il faut aimer les questions, c'est-à-dire que je pense que c'est ça, je suis de plus en plus d'ailleurs dans ma vie, et je pense que c'est pour dire s'améliorer. Je m'améliore dans ce sens, de plus en plus, je fais des choses qui ne servent à rien et qui n'aboutissent nulle part et qui ne cherchent pas à aboutir quelque part. C'est-à-dire que je vais expérimenter une nouvelle épice juste pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'en fait, voilà, de plus en plus, je prends le risque de faire ces choses. Je dirais peut-être c'est un peu ça qui me garde en contact avec la définition même du processus créatif, qui est de tenter sans s'intéresser au produit, au résultat, et dans une prise de risque qui est ludique et qui est en fait du coup qui s'amuse de la question elle-même. Sur quel sujet tu penses que on ne se penche pas assez, dans le sens où, enfin, si on reste dans ce domaine des neurosciences, il y en a beaucoup qui sont plus ou moins tendance à certains moments. Est-ce que toi, il y a un domaine où tu te dis putain, c'est fou qu'on ne parle pas assez de ça? Je pense qu'on gagnerait tous à se pencher sur ce sujet. Plein, mais en fait, il y a eu un moment, maintenant je me suis calmée un peu, je réfléchissais énormément à la charge mentale portée par les mères.
Et comme je m'intéresse beaucoup aux écarts de la présence pas seulement des femmes, mais tout ce qui est division de genre et division de classe dans les métiers, dans les sphères, dans l'entre-soi culturel aussi. Donc je me pose énormément ces questions et je me demande si... Alors deux choses. D'abord, est-ce qu'on réfléchit assez à ce que portent les personnes comme charge mentale et qui peut expliquer pourquoi elles réussissent et pourquoi elles arrêtent de réussir à un moment donné dans leur vie, au premier et deuxième enfant. Et la deuxième question, c'est la question de l'entre-soi, qui n'est pas nécessairement un entre-soi privilégié, mais même dans les sociétés, là on est à Paris, dans lesquelles il y a des gens très divers, on n'est vraiment pas du tout exposé à la diversité des parcours. Et il y a de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que les gens ne se posent pas ces questions. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont homogènes. Et du coup, pour moi, ennuyeux. Ouais, je pense qu'en fait, c'est plus facile de fréquenter des personnes qui nous ressemblent. Complètement. Et qu'on n'est plus tellement encouragé à les rencontrer. Bon, enfin, je me dis, c'est vrai que des personnes que je connais qui ont fait un service militaire, donc c'est quand même la génération de plutôt nos parents, ils me disaient, c'était genre la meilleure année de ma vie parce que, en fait, j'ai vraiment rencontré la France, quoi. Oui. On n'a plus ce brassage social, en fait. Oui, et je suis dedans. Et je réalise que c'est très vite qu'on glisse dans une homogénéité de ceux qui... je vois, maintenant, je m'entoure des gens qui écrivent aussi, parce que je suis en train d'écrire. Et je me dis, en fait, vraiment, c'est le piège qui nous coupe de la réalité du monde. Et de ne surtout pas l'admettre. C'est ça aussi qui fait qu'on n'ouvrira pas les portes. Et en fait, nous aurons ces territoires qui sont séparés les unes des autres. Je dirais plus aussi, il faut qu'on se méfie en tant que militante, de ne pas qu'on se retrouve dans un entre-soi de militantisme qui fait qu'on n'a plus de compassion envers ceux et celles qui n'utilisent pas notre vocabulaire et qui n'ont pas fait le travail de pensée que nous croyons que tout le monde a fait. Et en fait, je trouve que l'entre-soi, c'est vraiment une question très intéressante parce qu'on peut même dans des environnements queer ou dans des environnements féministes ou dans des environnements, en fait, devenir excluante pour ceux et celles qui pensent le monde autrement. On a brièvement parlé à un moment, enfin tu parlais du fait qu'on n'aura pas de médaille à la fin de la vie si notre foi est tout propre. Peut-être le mythe que j'aimerais démonter, s'il est démontable, hein, ça se trouve, il y a un fondement de vérité. Mais tu vois, la question de... On entend beaucoup aujourd'hui la justification de ce qu'on appelle le clean eating pour justement la santé, le cerveau, pour vivre plus longtemps. À quel point ce qu'on mange a un impact sur notre cerveau? Est-ce qu'il faut forcément manger sain, tu vois, tous les jours, éviter les sucreries, éviter tous les aliments plutôt plaisir pour avoir un cerveau qui fonctionne bien? Oui, moi je crois que c'est des questions qui sont très complexes et très difficilement étudiables. Par exemple, si je te dis une nourriture très sucrée conduit à une baisse de la capacité de mémoire, qui mange une nourriture très sucrée? Et aussi, qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs invisibles, qui ne sont pas si invisibles que ça, qui peuvent mieux expliquer pourquoi on a des capacités de mémoire qui sont inférieures? Donc en fait, moi ça m'amuse toujours de regarder telle nourriture produit telle capacité. Non, en fait, les gens qui mangent très bien, c'est des gens privilégiés, point, tu vois. T'as le temps d'aller regarder ce que tu achètes et de passer un temps à regarder, tu vois, ce qui compose ta nourriture. C'est peut-être cette démarche-là qui fait que finalement on est sain. Et aussi les privilèges qui viennent. Alors, je ne dis pas qu'il faut fustiger les privilèges. De la même façon, quand je dis Nepo Babies, je sais pas, quand on est fils et fille d'eux, c'est pas ça le problème. C'est le fait de le nier. C'est un peu ça. Ça veut dire que... alors, de toute façon, j'ai une vision qui peut paraître un peu provocatrice dans le sens où il faut à un moment aussi donner qu'on meurt. Je veux dire que cette obsession... Je veux bien, par contre, qu'on réfléchisse, qu'on avance dans la vie d'une manière digne et d'une manière dans laquelle nos corps ne sont pas usés. Donc la question de la retraite et la question de l'usure des corps selon les métiers, voilà, je me passionne pour ces questions. Par contre, qu'est-ce qu'on ingurgite et qu'est-ce qui traverse nos corps en nutriments? Je trouve que c'est une question qui est une conséquence et qui n'est pas une cause de quelque chose. De toute même façon, qui fume
tu vois, qui fume, enfin produire, mais pourquoi on fume autant aussi? Et donc en fait, je porte très peu de jugement sur les comportements individuels, et de la même façon que je place le talent et le mérite, je les place dans leur situation. Et ce n'est pas du tout une façon de déresponsabiliser. Par contre, quand on n'a que le chocolat pour avoir du plaisir, prenons du chocolat, c'est la décision la plus rationnelle. Quand on n'a que ce qu'il faut pour acheter du Nutella pour nos enfants, achetons du Nutella pour les enfants, c'est la décision la plus rationnelle qu'on peut prendre. Il faut vraiment qu'on arrête de juger ces comportements qui sont intimes. Des fois, on est invité dans des entreprises pour donner des cours sur comment il faut manger. Je dis, mais de quel droit? Mais ma mère ne me dit pas qu'il faut que je mange. Bien sûr, c'est bien d'avoir des bases de connaissances de ce qui est mauvais et bon pour le corps. Mais vraiment, nos choix de consommation, dans les banlieues, les pancartes, en sortant de Paris, les pancartes de nourriture rapide, on appelle ça comme ça, fast food, ouais, sont géantes. Donc bien sûr que je suis beaucoup plus invitée à consommer de telle façon que de consommer d'autres façons. Quand la nourriture saine et les légumes sains coûtent très cher, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Où sont exposés les produits qui sont sains par rapport aux produits qui sont malsains? Donc en fait, voilà, moi c'est ça qui me fascine. Ça ne veut pas dire que moi, je cherche un très bon nutritionniste, si vous voulez m'écrire sur Instagram, parce que des fois j'ai envie de mieux digérer, de me sentir plus ou moins légère, mais il ne faut pas surcharger nos comportements quotidiens comme étant à la source de ce qui va et ce qui ne va pas dans nos corps. Alors, il ne faut pas faire les courses quand on a faim, n'est-ce pas? C'est parce qu'on est en besoin. On a besoin de sucre, on va avoir tendance à acheter plus sucré. Et ben en fait, revenons à ce qu'on a dit, c'est-à-dire le corps ne fait pas de différence. Quand on est stressé, on consomme d'une autre façon. Notre métabolisme est affecté par ce que nous vivons comme stress. Et donc, arrêtons de trouver les solutions et les questions là où elles ne sont pas. Je n'ai rien contre ces démarches. Je dis juste qu'on a toujours dans cette obsession de chercher une cause unique. C'est ce qu'on mange, c'est notre flore bactérienne, c'est ce que je respire. C'est que si vous voulez planter vos tomates et que ça soit la tomate la plus belle et la plus bio et la plus pure du monde, c'est beau. Après, il ne faut pas juste utiliser ça comme indicateur de condescendance. Ouais, on attribue trop de crédit à quelque chose qui est multifactoriel. Complètement. Et avec des facteurs qui sont complètement invisibles. Écoute, j'ai 3 dernières questions pour toi. Est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un film, une exposition qui t'a marqué, qui t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? J'ai un documentaire que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup touchée. Je ne saurais pas dire pourquoi. Il s'appelle Le Kiosque. Qui est réalisé par Alexandra Pianelli, je pense que c'est son nom. Et en fait, c'est un livre qui parle des kiosques de Paris. Et je pense en fait de plus en plus, je regarde des films documentaires qui viennent poser un regard sur là où on n'a pas peut-être l'habitude de regarder. Et ça m'a en fait donné envie de descendre dans le kiosque et de prendre mes journaux là-bas. Et je pense qu'en fait, qu'on a besoin en fait de cet attachement à ces choses qu'on regarde et qu'on ne voit pas passer. Donc ça, c'est une recommandation de film. Après, j'ai un book club et dans lequel on lit des livres. On a lu Martin Eden, qui en fait, voilà, il y a tout dedans, de Jack London. C'est une claque de laquelle je ne suis pas encore sortie aussi. C'est top. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait? Oh là là, plein. Je suis tellement entourée de gens que j'admire en ce moment. C'est une belle période dans ma vie. J'ai une amie qui s'appelle Swat, qui a fondé les Décodeuses. D'accord. Et donc en fait, c'est une femme qui milite pour réduire l'écart entre les hommes et les femmes dans les métiers tech. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Et je trouve fascinant. On n'aura pas le temps d'élaborer pourquoi, parce qu'il y a vraiment des phénomènes très intéressants qui se passent justement au niveau, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est des femmes qui ne veulent pas le faire, des métiers tech. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une femme qui a compris un peu tous ces rouages et voilà, son initiative me touche beaucoup. Okay. Et en fait, voilà, ça s'appelle les Décodeuses. Ouais, et j'adore quand elle s'exprime parce qu'elle est aussi très lumineuse. Donc voilà, ça fait partie des gens qui militent dans la joie et j'aime ça. Ok, merci pour la reco. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Je dirais prendre conscience.
prendre vraiment conscience avec humilité et sincérité et légèreté. Et c'est en fait ces moments-là où je me dis je fais ça parce qu'il y a ça et peut-être que j'aimerais bien faire autrement, que je me sens le plus légère. Donc voilà, en fait, je pense, si je veux le dire d'une manière plus brève, prendre le pouvoir de sa vie, c'est quand on n'y pense plus. Très intéressant. C'est quand on est tellement bien quelque part qu'on trace. Merci beaucoup Sama, c'était hyper intéressant. Franchement, dites-nous jamais vous voulez une partie 2 parce qu'il y a encore plein de sujets que je voulais aborder, on n'a pas eu le temps, mais j'espère que ce sera pour une prochaine fois. Pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur tes livres, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors il y a le livre qui est sorti en janvier, Le talent est une fiction. Ouais. En fait, je crois qu'il y a des fois, il peut être très technique à certains sujets, par exemple tout l'aspect génétique, qu'il fallait bien prendre le temps de défaire un peu le mythe du talent dans les gènes. Et du coup, en fait, c'est aussi tous les échanges que j'ai avec des journalistes comme toi, tu vois, dans lesquels on peut aborder les sujets lentement et d'une manière différente que ce qui est écrit, pour ceux et celles qui s'intéressent à ces questions. Ouais. Super. Écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast et puis j'espère à très vite. Merci Louise, à très vite.